Bonjour, chers membres de la communauté. Nous passons maintenant au module 5. Nous allons parler de l'enseignement et ses pensionnats. L'éducation autochtone est perçue comme étant un processus d'apprentissage tout au long de sa vie, structuré en 4 étapes: l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la maturité. Chaque phase implique l'acquisition de compétences et de savoirs spécifiques. Un élément central de cette éducation est la conviction que les connaissances se transmettent par l'expérience et les interactions avec les autres humains, les animaux et l'environnement. Cette vision repose sur l'idée que tous les éléments du monde sont interconnectés. L'apprentissage devient ainsi un processus continu de partage de connaissances, créant le cycle d'enseignement et d'apprentissage. Par exemple, le Mohawk relie l'apprentissage à un concept d'unité avec l'univers et la pratique du discours du Thanksgiving, soulignant l'idée de la connaissance partagée au sein de la communauté. Les aînés jouent un rôle essentiel dans l'éducation en transmettant leur sagesse, et ils favorisent l'autonomie des jeunes par des méthodes comme la narration d'histoires, les encourageant à l'autoréflexion et à la pensée indépendante. Enseignement et apprentissage autochtone. L'apprentissage par observation. L'un des modes principaux d'apprentissage chez les peuples autochtones est l'observation. Dès le plus jeune âge, les enfants apprennent en observant les actions des autres. Cela s'inscrit dans un modèle de rôle où l'enseignant se fait par l'exemple. L'observation permet aux jeunes d'absorber des informations et de comprendre les comportements adaptés à leur communauté. L'apprentissage expérientiel et la tradition orale. L'apprentissage par l'expérience est également crucial. Les aînés, riches de leur savoir, guident les jeunes à travers des expériences pratiques. De plus, la tradition orale est une méthode clé pour transmettre les connaissances d'une génération à l'autre. La narration, en particulier, est utilisée pour partager l'histoire, les valeurs et les pratiques culturelles, permettant aux jeunes d'écouter et d'intégrer ces enseignements dans leur propre vie. Cercle de partage et enseignement interrelationnel. L'enseignement peut aussi se faire en groupe par des cercles de partage où chaque membre, humain ou non humain, plantes, animaux et esprits, participe à l'échange de savoir. Cette méthode repose sur l'interconnexion et la réciprocité dans les relations, que ce soit avec les autres ou avec l'environnement. Le modèle de famille élargie. Dans les communautés autochtones, l'éducation se déroule également au sein de la famille élargie. Cette structure de soutien de l'apprentissage de l'enfant par les aînés et les membres de la communauté. Les relations intergénérationnelles jouent un rôle clé dans le processus éducatif, garantissant que les savoirs et les valeurs sont transmis de manière fluide et cohérente. Le principe des 7 générations. Une autre notion fondamentale dans l'éducation autochtone est celle des 7 générations. Ce principe met l'accent sur la responsabilité de prendre des décisions qui auront des répercussions sur les 7 générations à venir, encourageant aussi une réflexion sur l'impact à long terme des actions présentes. Discipline inductive. La discipline inductive est une approche où l'on guide les élèves à travers des processus d'investigation pour qu'ils arrivent à leurs propres conclusions. Contrairement à une méthode déductive où une réponse est donnée, l'apprentissage inductif stimule la curiosité et l'exploration personnelle, renforçant ainsi l'autonomie des apprenants. Histoire et objectifs des écoles résidentielles. Les écoles résidentielles, créées au 19e siècle, ont été une tentative de civiliser les enfants autochtones en les coupant de leurs racines culturelles et en les forçant à adopter des valeurs occidentales. Ces institutions ont été les lieux de souffrance, où les enfants ont subi des abus physiques, émotionnels, et ont été contraints à renoncer à leur langue et à leurs pratiques spirituelles. Conditions de vie dans les écoles résidentielles. Les conditions dans ces écoles étaient souvent inhumaines. Les enfants étaient mal nourris, malades, isolés de leur famille. Cette déshumanisation visait à effacer toute trace de leur culture autochtone. Les enfants, coupés de leur communauté, ont grandi dans un environnement de peur et de honte et ont souvent eu mal à se réintégrer dans les sociétés d'origine après avoir été renvoyés chez eux. Impact des écoles résidentielles. Les écoles résidentielles ont laissé un traumatisme durable dans la communauté autochtone. La perte de culture, de langue et famille a créé un vide profond, accentué par les abus physiques et émotionnels.
Ces institutions ont eu des effets intergénérationnels, leurs cicatrices étant transmises de génération à l'autre, affectant la santé mentale, la parentalité et les relations sociales des survivants. Réconciliation et guérison. Le processus de réconciliation a commencé dans les années 1990, avec des excuses officielles du gouvernement canadien en 2008. La Commission de vérité et réconciliation, CVR, a été mise en place pour reconnaître les abus et recommander des mesures de réparation. Le rapport de 2015 a qualifié ces actes de génocide culturel et a insisté sur l'importance de la guérison et de la restauration des cultures autochtones. L'éducation autochtone aujourd'hui vers un avenir de réconciliation. Un renouveau éducatif. De plus en plus de communautés autochtones se tournent vers les systèmes éducatifs qui intègrent les savoirs traditionnels aux enseignements modernes. Ces écoles cherchent à restaurer la langue, les croyances et les pratiques culturelles autochtones, tout en préparant les jeunes à réussir dans la société contemporaine. Ce modèle d'éducation est plus holistique et mieux adapté aux valeurs autochtones. Défis et perspectives. Cependant, pour que ces efforts soient pleinement efficaces, il est essentiel que les politiques gouvernementales soutiennent l'autodétermination des peuples autochtones en matière d'éducation. Il est crucial que les jeunes générations aient un accès à l'éducation qui leur permette de s'épanouir tout en restant connectés à leur héritage culturel. Conclusion. Un chemin de guérison et d'espoir. Le processus de guérison est complexe, mais il est aussi alimenté par des résiliences des peuples autochtones. Malgré les souffrances infligées par les écoles résidentielles, ces communautés continuent à lutter pour la reconnaissance de leur dignité et la préservation de leur identité. L'éducation reste un outil fondamental pour revendiquer leur héritage, guérir les blessures du passé et construire un avenir plus juste et respectueux. Endoctrinement des enfants autochtones, de la colonisation à la réconciliation. Introduction. L'histoire des écoles résidentielles autochtones au Canada représente une des plus grandes injustices infligées au peuple autochtone, laissant un héritage de souffrance, de honte et de perte identitaire. L'endoctrinement forcé dans ces écoles a transformé non seulement la vie des enfants qui ont été envoyés, mais également affecté plusieurs générations après eux. Nous allons voir et explorer les effets dévastateurs des écoles résidentielles, un processus de réconciliation qui s'en est suivi et les efforts pour guérir de cet héritage douloureux. L'endoctrinement à travers les écoles résidentielles. Les écoles résidentielles ont été instaurées au Canada dans un but clair, assimiler les enfants autochtones à la culture dominante euro-canadienne. Ces institutions ont interdit aux enfants de parler leur langue maternelle et les ont forcés à adopter l'anglais comme langue principale. Ce système a non seulement supprimé l'accès à leur langue, mais a aussi contribué à l'érosion des pratiques culturelles et des valeurs familiales. Les enfants ont été privés de leur identité culturelle et à la capacité des parents à communiquer et à transmettre leur culture a été profondément altérée. En conséquence, de nombreux survivants de ces écoles ont été éprouvés des difficultés à nouer des liens affectifs avec leurs propres enfants, malgré l'amour qu'ils leur portaient. Ces séquelles ont engendré des cycles intergénérationnels de trauma, de honte et de violence. Traumatisme intergénérationnel. Les effets des écoles résidentielles ne sont pas limités aux individus directement touchés, mais se sont propagés à de génération en génération, un phénomène appelé traumatisme intergénérationnel. Les survivants, souvent privés d'une vie familiale aimante et d'une éducation émotionnellement saine, ont transféré ce traumatisme à leurs enfants, contribuant à des problèmes de santé mentale, d'abus d'alcool et de drogue et de violences domestiques. La perte de la culture et de l'identité a eu des effets dévastateurs sur le bien-être des communautés autochtones. La voix des survivants, témoignage de souffrance. Phil Fontaine, ancien chef de l'Assemblée des Premières Nations, fut l'un des premiers à parler publiquement de son expérience dans les écoles résidentielles. Ces témoignages ont révélé des abus physiques et sexuels qu'il a subis et comment ces traumatismes ont détruit son identité et ont engendré des sentiments de honte et d'insécurité. Ces histoires ont ouvert la voie à la reconnaissance plus large des souffrances vécues et ont permis à d'autres survivants de partager leur expérience.
Malheureusement, beaucoup ont cherché à échapper à leur douleur à travers l'alcool et la drogue, créant un cycle de souffrance qui se perpétue encore aujourd'hui. Le rapport de la Commission de vérité et réconciliation. Dans une tentative de répondre aux injustices passées, le Canada a mis en place une commission de vérité et réconciliation, CVR. La commission a été créée pour entendre le témoignage des survivants, reconnaître les abus commis et promouvoir un processus de guérison. Le rapport final de la commission, publié en 2015, a révélé la profondeur des souffrances causées par les écoles résidentielles en soulignant la perte d'identité culturelle et l'impact dévastateur du système sur les familles autochtones. La responsabilité et les excuses officielles. Après des années de silence et de déni, le gouvernement canadien a finalement reconnu ses responsabilités dans les abus commis dans les écoles résidentielles. En 2008, le gouvernement a présenté des excuses officielles aux survivants et, en 2007, un accord de règlement a été signé prévoyant des compensations financières pour les survivants et la création de programmes de guérison. Bien que ces actions aient été largement saluées, certaines critiques ont émergé concernant le manque de sincérité de ces excuses et l'incapacité de traiter tous les aspects du colonialisme qui ont conduit à la mise en place des écoles résidentielles. Réconciliation, un processus en cours. La réconciliation est un processus complexe et continu. Il ne s'agit pas simplement de demander pardon, mais de reconstruire les relations fondées sur le respect mutuel. La véritable réconciliation nécessite de reconnaître l'histoire du colonialisme et de comprendre comment ses effets continuent de façonner la vie des peuples autochtones aujourd'hui. L'Anishinaabe Webb Kenyu, en 2012, a souligné que la réconciliation ne doit pas être une nouvelle forme d'assimilation, mais plutôt un processus de respect mutuel et de reconnaissance des injustices passées. Le rôle de l'éducation dans la réconciliation. L'un des objectifs principaux de la CVR était d'éduquer la population canadienne sur l'histoire des écoles résidentielles. De nombreux projets tels que The Project of Earth ont été lancés pour sensibiliser le public à ce que les enfants autochtones ont subi. L'éducation est donc un pilier essentiel de la réconciliation. Cela inclut non seulement l'éducation des Canadiens non autochtones, mais aussi la revitalisation des langues et des cultures autochtones qui ont été délibérément effacées par les écoles résidentielles. En réintégrant les enseignements traditionnels dans le système éducatif, les peuples autochtones peuvent retrouver une partie de ce qui leur a été enlevé. Le chemin de la guérison. La guérison des blessures profondes causées par les écoles résidentielles ne se fait pas du jour au lendemain. Bien que les compensations financières et les excuses officielles aient constitué des étapes importantes, la guérison véritable repose sur des actions concrètes visant à réparer les dommages causés. Les survivants et leur communauté poursuivent des efforts pour retrouver leur culture, leur langue et leur dignité. Les initiatives communautaires de guérison telles que la Fondation de guérison des Autochtones ont été des moyens efficaces pour aborder les traumatismes, bien que beaucoup de ces programmes aient été stoppés en 2010. Conclusion. Un processus continu. La réconciliation et la guérison sont des processus réciproques et en constante évolution. Ils nécessitent la participation active de toutes les parties concernées, les survivants, les communautés, les groupes religieux, le gouvernement et la société dans son ensemble. Alors que des progrès ont été réalisés dans la reconnaissance des torts passés, beaucoup reste à faire pour réparer les relations et pour que les peuples autochtones puissent enfin guérir des blessures infligées par les écoles résidentielles. La guérison ne pourra être complète que si la vérité est pleinement reconnue, si les injustices sont corrigées et si les peuples autochtones retrouvent un contrôle total sur leur culture, leur éducation et leur territoire. La réconciliation est un engagement de toute la société à redresser les torts du passé pour un avenir plus juste et plus respectueux pour tous.